Alors bonjour tout le monde. Déjà j'espère que vous avez bien mangé. En plus là il faisait pas trop chaud dehors, c'était super pour manger. Il y a peut-être un petit peu de pluie mais tout va bien. Alors je me présente, je m'appelle Flavien Normand et depuis août 2013 je m'appelle aussi Miu Asakura sur le jeu Final Fantasy XIV. Et quoi de mieux que Montpellier pour parler de jeux vidéo? Faut savoir quand même que Montpellier c'est la ville qui héberge la moitié des streamers de France. Quand il y a le courant qui saute, Twitch est en panique. Alors, ensemble, on va suivre une aventure qui, pour moi, dure depuis bientôt 7 ans. Une aventure pas forcément dans un jeu vidéo, parce qu'on va pas beaucoup parler de jeux vidéo en vrai, mais une aventure quand même. Alors, Final Fantasy XIV, c'est un jeu dans lequel on peut fabriquer des objets. Pour fabriquer des objets, bah, comme dans la vraie vie, vous avez une recette avec des ingrédients. Alors là, je vous ai mis un petit exemple pour une étoffe de laine d'ovime. Donc, on va ignorer ça parce que sinon ça va vraiment être trop compliqué, je vous assure. Pour faire une étoffe de laine d'ovime, il faut 3 fils de laine d'ovime. Vous vous doutez bien que ça ne se récolte pas dans la nature. Alors, en fait, pour faire du fil de laine d'ovime, il faut 4 toisons d'ovime et un natron dense. Et ça en produit 3. Bon, ça tombe bien, c'est pile le bon nombre. Sauf que la toison d'ovime, ça doit être des poils d'un animal, et le natron, ça a l'air d'être un truc un peu préparé. Donc, bah, forcément, du coup, il y a eu une autre recette. Et en fait, le natron dense, ça se fait avec de l'eau très effervescente et du sel d'alamigo. Et puis, la toison d'ovime, ça se récolte sur des bouquetins ovime. J'ai plus de place, donc on va pas aller plus loin, mais ici, ça, c'est des éléments qu'on peut miner. C'est-à-dire, il y a des petits endroits sur une carte dans le jeu sur lesquels on peut mettre des coups de pioche, et puis ça va nous permettre de miner ces éléments-là. Et en fait, ça, ce n'est qu'un ingrédient d'une recette un peu plus complexe pour faire une tunique d'incantateur en laine d'ovime. Ce n'est que la tunique, ce n'est que la pièce d'armure pour le torse. Vous vous doutez bien que bah, du coup, il y a d'autres pièces aussi. Donc si on veut faire une tenue complète, on commence à se rendre compte de la complexité du truc et on commence à avoir un problème d'organisation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème d'organisation et qu'on fait un peu d'informatique? Eh ben, on fait un Google Sheet. Et alors derrière, il faut savoir que ce que j'ai flouté, c'est bel et bien un vrai Google Sheet pour une vraie tenue complète. Et là, vous voyez les petits trucs verts pour les trucs qui ont déjà été faits. Et puis là, il y a un séparateur, je ne sais pas trop pourquoi il a été mis là. Et nous, on a fait ça. Nous, quand je dis nous, c'est avec ma guilde. On joue avec une bande de potes depuis bien longtemps sur Final Fantasy XIV. Certains même qu'on a connus, enfin que j'ai connus sur cette plateforme. Et à un moment, on s'est dit attends. On est quand même pas mal à être développeurs, développeuses dans la bande là. Ce serait quand même bien qu'on fasse un truc un peu plus poussé qu'un Google Sheet. Et c'est comme ça que Teamcraft est né. Alors là, au début, ça ressemblait pas à ça. On va voir plus tard à quoi ça ressemblait au début, parce que là, ça fait un peu joli et tout ça, mais au début, c'était pas vraiment ça. Alors en fait, le but de Teamcraft, c'est de prendre tous les ingrédients en fait d'une recette, mettre à plat votre arbre de dépendance, parce que là, on parle d'un arbre de dépendance, de recettes, d'ingrédients, de tout mettre à plat et de pouvoir vous guider pas à pas où est-ce qu'on va obtenir un objet, comment est-ce qu'on va le fabriquer, à quelle heure est-ce qu'on peut le récolter, parce que oui, il y a aussi des objets qu'on peut récolter qu'à une certaine heure, à quelle météo, parce qu'il y a aussi de la météo. Et du coup, là, on voit par exemple que mon saphir étoilé, ça se fabrique en joaillier de niveau 55. C'est orfèvre en l'occurrence. Ça peut aussi s'acheter, ça peut aussi se réduire, c'est un truc spécifique au jeu. Et puis ça, c'est parce qu'on peut aussi aller chercher avec des gros bateaux automatisés. Et on voit que là, j'ai une liste en fait d'ingrédients, et vous pouvez voir qu'en fait le titre de ma liste, c'est tunique d'incantateur en laine d'ovime, parce que ça, c'est une liste que j'ai générée à partir juste de la recette de cet objet-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut le partager avec des amis, c'est en temps réel, et c'est agnostique de la langue. Donc moi, je peux avoir la liste en français parce que j'ai le jeu en français, et puis mes amis, j'ai peut-être des amis qui jouent avec le client de jeu en allemand et d'autres en anglais, mais on peut utiliser la même liste, et c'est tout en temps réel. Alors, ça a été quand même un certain challenge, parce que à la base, moi, j'ai pas fait ça pour que ça fonctionne en fait. Enfin, moi, à la base, j'ai fait ça parce que j'étais dans une entreprise dans laquelle, techniquement, ça ralentissait un petit peu, j'avais un petit peu de mal à m'exprimer dans la technique, et donc j'avais besoin un peu de mon bac à sable. Et c'est à la base, c'est ce que ce projet est. C'est un bac à sable que j'ai créé il y a 7 ans, et aujourd'hui, ça a évolué avec le temps. Au niveau de la stack technique, pour toute la partie temps réel, j'ai utilisé Firebase. Alors pourquoi Firebase? Bah parce que déjà je ne suis pas développeur back-end. Et pouvoir faire un back-end suffisamment robuste
pour gérer, déjà gérer du temps réel à travers plein d'endroits dans le monde en ayant un ping qui est quand même à peu près correct. Pouvoir gérer de la scalabilité, une bonne maintenabilité de mon code, etc. Je me suis dit, déjà, je vais faire le front, et puis le back, bon, si je pouvais éviter d'avoir à le faire moi-même, ce serait plutôt bien. Donc je suis passé par Firebase, et encore aujourd'hui, c'est sur Firebase. Et à l'époque, j'ai aussi choisi parce qu'il y a un free tiers sur Firebase qui, moi, a tenu 1 an. Pendant 1 an, j'ai rien payé, parce que bah, c'était juste un petit projet étudiant, comme il en existe des milliers. Angular pour absolument toute la base de code, sauf peut-être quelques Cloud Functions. Ça, on commence dans les logos un petit peu moins connus. Ça, c'est Ant Design. C'est le design system d'Alibaba, qui est franchement excellent et que je recommande très souvent, que j'utilise du coup à travers toute l'application. Du Electron, parce qu'on a aussi une application Windows. Du Google Cloud Platform, parce que globalement, on utilise plein de trucs dans Google Cloud. Firebase en fait partie. On a du GKE, on a du Cloud Run, on a du Cloud Function, on a du Cloud SQL. On a probablement des clouds autres que j'ai oubliés d'ailleurs. On utilise aussi Azura. Azura, c'est un back-end GraphQL qui permet de se brancher sur une base SQL et qui vous expose en gros la base en GraphQL. Alors je simplifie énormément. Si vous utilisez Azura, ne me détestez pas. C'est plus compliqué que ça. Et le dernier logo, c'est Pirch Analytics. Parce que forcément, il y a un moment où on se dit bon, c'est cool, je vais mettre Google Analytics, mais on parle de plus en plus du fait que Google Analytics n'est pas forcément adapté niveau sécurité des données, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire le topo dessus. Et je voulais aussi tester des alternatives, même pour ma culture technique personnelle. Et j'ai trouvé Pirch Analytics. Pirch Analytics, c'est vraiment pas mal. Déjà parce qu'ils n'ont pas de cookies. En plus de ça, en fait, ils stockent pas grand-chose sur votre utilisateur. Parce que vu qu'il n'y a pas de cookies, pour avoir un profil utilisateur, c'est très compliqué. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas besoin de savoir quel âge ont les personnes qui vont sur mon site. C'est pas une information qui m'intéresse. Ils ont un SDK qui est extrêmement pratique parce que il est sur NPM. Je peux faire un NPM install du SDK de Pirch, je l'utilise directement dans mon code, c'est super pratique. J'ai plus un import global d'un truc dans le scope, qui vient se mettre dans le window ou je sais pas où, ou en global. Non, ça c'est fini. Et très pratique, ils peuvent importer tout l'historique de Google Analytics. Et ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, j'ai pu passer sur cette plateforme sans perdre mes 5 ans à l'époque que j'avais d'historique, même si c'est pas énorme. Enfin, d'un point de vue trafic, c'est pas non plus fou, mais voilà. Donc Pirch Analytics, vraiment cool. Alors on va donner quelques chiffres quand même, parce que là, je parle d'un projet et tout, on n'a pas vraiment chiffré le truc. Donc c'est un projet qui a été créé en août 2017, sur un coup de tête. C'est un projet qui aujourd'hui compte 500 000 actifs mensuels, c'est-à-dire des personnes qui se connectent au moins une fois par mois sur le site. En quotidien, on est autour des 30 000 personnes qui vont se connecter au moins une fois par jour sur le site. C'est 28 000 utilisateurs et utilisatrices sur le serveur Discord qui sert de support, mais en même temps d'échange autour de la fabrication et de la récolte d'objets dans Final Fantasy XIV et même du jeu au sens large du terme. C'est 4,7 millions de listes qui ont été créées. Là, je vous ai montré une liste, un exemple de liste. Aujourd'hui, on est autour des 4,7 millions. Alors, ça bouge quand même beaucoup. En moyenne, on est entre 2 et 3 000 listes créées par jour. C'est 10 000 commits sur GitHub. La barre qui a été franchie cette année. C'est 82 contributeurs et contributrices. Alors, dans ces personnes-là, je compte n'importe quelle contribution parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait des PR pour fixer 2-3 endroits où j'avais fait des fautes de frappe ou bien un DOM qui n'était pas parfait à certains endroits. Ça compte parce que c'est du temps que je n'ai pas eu à passer dessus. C'est des choses que ces personnes ont vues et que je n'avais pas vues. Et c'est aussi des étudiants et des étudiantes qui vont faire des PR sur mon projet pour venir apprendre aussi. Et ça, c'est cool parce que moi, là-bas, c'est pour ça que je l'ai créé. Et par exemple, la page de recherche du site a été totalement refaite par une étudiante en UX Design qui s'en est servie pour sa présentation à la fin de ses études. Qui a eu son diplôme en plus, donc c'est super cool. Et franchement, la page à la base, elle était pas folle parce que je l'ai faite moi-même, je suis pas designer, je suis encore moins UX designer. Et le résultat aujourd'hui, on est super content. Et voilà, ça crée aussi ce genre d'interactions qui sont vraiment super cool. Et j'ai eu aussi une fois une développeuse à Los Angeles entre 2 jobs. Elle m'a refactor une grosse partie de toute la gestion de la base de données du site. Il y avait une PR qui est arrivée du jour au lendemain, 80 fichiers. Incroyable, j'ai mis un mois à la relire, mais c'était super. Et puis c'est aussi un peu plus de 1000 stars sur GitHub.
2600 personnes qui sont donateurs et donatrices pour le projet. Et enfin, 12 langues. Alors, le site aujourd'hui est traduit en 12 langues. Je ne parle pas 12 langues, hein, mais je parle du coup l'anglais. Alors oui, j'ai mis USA parce que c'était compliqué de trouver un truc où il y avait les deux, et le français, parce que bon, bah, voilà. L'ordre que j'ai mis ici, ce n'est pas un ordre de puissance économique. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est le taux de couverture de la traduction du site par langue. Et là, on peut voir que le français est en 5e position. Alors techniquement 4e, parce que vu que je développe tout en anglais, forcément, c'est forcément l'anglais qui sera en premier. Mais on voit qu'on retrouve des langues qu'on ne soupçonnait pas, enfin qu'on ne s'attendait pas à trouver là-dedans, par exemple le croate. Et puis au début, j'avais mis le portugais. Et après, il y a des personnes qui venaient du Brésil qui m'ont dit, en fait, est-ce qu'on pourrait avoir le brésilien? Moi, qui ne savais absolument pas, je dis, c'est du portugais. Et en fait, j'ai appris que pas du tout. Et c'est super cool parce que du coup, je discute très souvent avec des personnes de tous ces pays, en fait. Et ça, c'est aussi des échanges culturels qui sont hyper intéressants. Je vais accélérer un petit peu. Pour ça, j'utilise Crowdin. Crowdin, c'est une plateforme de traduction en crowdsourcing. C'est votre communauté qui peut venir traduire à son rythme, etc. Et c'est surtout très user-friendly. Il n'y a pas de JSON, en fait. Vos utilisateurs, vos traducteurs, traductrices ne manipulent pas de JSON. Donc, il n'y a pas besoin d'être dev pour pouvoir faire du crowdin. Et en plus, c'est cool parce qu'ils sont gratuits pour les projets open source. Alors, on va faire un peu d'histoire. Donc, en fait, au début, ça ressemblait à ça. J'ai demandé sur Discord à ce qu'on me trouve des vieux screenshots et on a eu beaucoup de mal à trouver des vieux screenshots quand j'ai monté cette conférence. Ça, c'est le screenshot le plus vieux qu'on ait. Au début, c'était du material design. Bon, vous voyez, là, il n'y a pas de séparateur. Les lignes ne sont même pas de couleurs différentes. C'est super dur à lire. Les boutons... ah bon, c'est des boutons? Je croyais que c'était des icônes. Enfin, voilà, il y a plein de défauts, mais ça montre aussi... moi, ça me montre que j'ai appris, donc ça me va très bien. Et puis, la mise en place de Firebase, le choix de Firebase, comme je disais tout à l'heure, au début, c'était gratuit. Pour le free tier, ça m'allait très bien. J'étais OK pour payer plus loin parce que je trouvais ça aussi juste. Et le scaling qui est incroyable. Pour l'anecdote, là, il y a 2 semaines, j'étais en voyage et il s'est avéré qu'il y avait une erreur dans mon code qui a causé un spam de la base de données tous les vendredis de 8h à 18h. C'est super précis. Alors, avant qu'on trouve d'où ça venait, au début, on croyait que c'était un DDoS, mais en fait, pas du tout. C'est juste moi qui ai fait une erreur dans le code. Cette erreur de code, elle a provoqué 1 milliard d'opérations de lecture sur la base de données. Personne n'a rien remarqué. En fait, je suis le seul à l'avoir vu dans le billing, c'est tout. Parce que du coup, ça fait mal dans le billing quand même, mais au moins la base n'est pas tombée. Et puis au bout d'un an, on a rajouté une sidebar avec des fonctionnalités, des boutons pour commencer à faire des alarmes pour ce que je vous parlais tout à l'heure, les objets qui sont disponibles qu'à une certaine heure ou à une certaine météo. On a rajouté toujours plus de trucs, et un jour, on commence à se dire, attends, la commu notamment me remonte beaucoup, t'es gentil avec ton matériel, mais c'est gros, quoi. Et puis c'est bien pour le mobile, mais en fait, nous, on fait pas de mobile, et c'est vrai. Et du coup, j'ai tout réécrit en design. C'était super, ça m'a pris 6 mois. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'adore sur ce projet, c'est que je peux me lancer dans un refactor qui va peut-être prendre 1 an, j'en sais rien, et peut-être qu'au bout de 3 mois, je vais abandonner. Mais en fait, si j'abandonne, tout ce que j'ai perdu, c'est du temps. J'ai aucune pression de produit, de deadline ou quoi. C'est vraiment... même ma commu est habituée à ça. Je leur dis très bien, voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus. Quand je pourrais vous donner une date, je le ferai. Et en général, je le fais la veille pour le lendemain, parce que je trouve que c'est bon, on est arrivé à un état stable et j'envoie tout ça. Donc le refactor avec Design. Et puis après est arrivé Electron. Alors Electron, ça a ouvert la porte à plein de fenêtres, comme on dit. Le truc, c'est qu'avec Electron, on a un process sur la machine. J'ai un process Node qui tourne sur la machine. Un jeu en ligne, notamment un MMO, ça communique en envoyant des paquets entre le client et le serveur. Et du coup, ce serait bien si on pouvait les lire pour pouvoir voir ce que fait l'utilisateur et pouvoir cocher des trucs automatiquement pour lui. Aujourd'hui, avec Electron, déjà, on a des overlays, ce qui est assez cool. On a un petit overlay comme ça c'est pour les alarmes. Il vous dit où est-ce que l'objet va apparaître, à quelle heure, à quel endroit, où est-ce qu'il faut se téléporter, etc. Et puis aujourd'hui, on en est à un point où
en lisant les paquets de données, on est capable d'avoir un mirroring en temps réel de l'inventaire de la personne qui utilise l'application. Du coup, ça fait que quand vous pouvez avoir une liste d'ouvertes, le logiciel vous dit va là et récolte un rondin de cèdre. Et au moment où vous allez le récolter, il va automatiquement le cocher pour vous dans la liste. Vous n'avez même pas à cliquer, en fait. Vous n'avez même pas à perdre le focus. Automatiquement, il va vous suivre la liste. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'argent. Déjà, on va parler du fait que Midjourney, quand on lui dit empty wallet, c'est compliqué. Hein. Il y a toujours un petit peu quand même. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors oui, parce que, comme j'ai dit au début, c'était gratuit. Mais ça, c'était au début. Alors, ici, on peut voir les pics d'utilisateurs. Donc là, je vous ai mis, ça c'est un extrait du dashboard de Pirch Analytics. Alors, oui, en fait, là, j'avais oublié, mais j'avais déconnecté Google Analytics à l'époque pour tester un truc et j'avais oublié de le remettre. Donc là, il y a 6 mois, il n'y a pas d'analytics. Mais il ne s'est rien passé, ça se voit ici, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors ici, en fait, je fais la correspondance entre mon analytics, ma fréquentation des utilisateurs et utilisatrices, et mon billing. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, ça, ce sont les mises à jour du jeu, pas les mises à jour de mon logiciel, mais bien les mises à jour de Final Fantasy XIV. Et à chaque mise à jour qui rajoute du contenu qui concerne la fabrication et la récolte, eh bien, on a un pic d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et ça se voit d'ailleurs qu'en 6.1, il n'y avait pas grand-chose sur la fabrication d'objets. La 6.4, c'était le 23 mai. On a battu notre record, on a eu un pic d'utilisateurs qui a atteint les plus 1200%. Encore une fois, à part si on ouvrait Analytics, ça ne se voyait absolument pas parce que tout a pu scale automatiquement en fait. Mais, vous le voyez, ici il y a une barre des 1000 €, et oui, il y a des mois qui piquent. Depuis 2019, on est à 28 000 € de frais sur ce projet. Et puis, il y a autre chose qu'il est important de mentionner au niveau des frais aussi, c'est l'URSSAF. Alors, vous allez me dire, mais attends, c'est bien beau, tu as 28 000 € de frais depuis 2019, du coup tu fais quoi? Tu mets la moitié de ton salaire dedans ou comment ça se passe? Parce que là, quand j'ai des gros pics d'utilisateurs, on parle de parfois atteindre les 2000 € sur un mois. Attends, tu fais comment? Du coup, c'est pas possible. Alors, il y a 3 solutions à ça. La première, c'est Patreon. Tout à l'heure, je disais les donateurs, donatrices. En fait, on passe par Patreon. Patreon, c'est du crowdfunding sur base mensuelle. C'est-à-dire que les gens vont dire, bah voilà, moi, je vais te donner 1 dollar, par exemple, par mois pour soutenir le projet. Aujourd'hui, ça, c'est 2600 personnes. Sur les 2600 personnes, il y a 2000 personnes qui donnent 1 dollar par mois. Et sur ces 2000 personnes, il y en a quasiment la moitié qui m'a déjà envoyé un message pour me dire, bah désolé, je ne peux pas donner grand-chose. Et du coup, je leur rappelle qu'à 2000, bah, ça fait 2000. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il y a Tipeee aussi. Ça, c'est plus pour fournir une alternative. En plus, c'est français, donc chez Tipeee, ils sont vraiment très cool. Et le hasard fait que l'un de leurs développeurs principaux est aussi un utilisateur de mon site. Et c'est voilà, un peu comme Patreon. L'avantage côté Tipeee, c'est qu'eux, ils peuvent aussi faire des dons ponctuels. Et vu que Patreon, ils aiment bien, je sais pas, ils aiment bien trouver des casseroles et se les mettre derrière les jambes quand ils marchent. Je sais pas, mais c'est un peu leur passion en ce moment. Bon bah voilà, les gens aiment bien avoir une alternative. Et le dernier, c'est Playwire. Playwire, c'est une régie de pub. Et là, vous allez me dire, la pub. Ah non. Et en fait, oui, mais Playwire, on a discuté ensemble, je leur ai dit, moi, mes utilisateurs et utilisatrices, c'est des joueurs et joueuses de jeux vidéo. Donc, vous avez une cible qui est idéale pour n'importe quel studio de jeux vidéo si vous voulez venir faire une pub. Par contre, en contrepartie, je veux pas de vidéo, je veux pas d'audio, je veux pas de tracking, je veux pas de cookies. Parce que mettez juste des pubs de jeux vidéo chez nous et vous allez voir, ça va marcher. Et en effet, ça marche. Donc, on est tous très contents de ça. Je vais faire un wrap-up en speedrun. Alors, si je dois résumer tout ça, les avantages, c'est une communauté qui est incroyable et du coup, on a fait des librairies autour, que ce soit côté dev comme utilisateur, utilisatrice, la commu est vraiment incroyable. C'est un bac à sable, je fais ce que je veux. Si je casse des trucs, c'est pas grave. C'est un gros projet vitrine qui est très efficace sur mon CV aussi. C'est surtout des rencontres.
Et c'est aussi un revenu complémentaire parce que, bah, mine de rien, voilà, à force d'avoir des donateurs, des donatrices, un petit peu de pub, ça fait que j'arrive même aujourd'hui à me dégager un revenu complémentaire. Et même après l'URSSAF. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même. On a très très peu de contact avec Square Enix, surtout que leur lead community management est parti il n'y a pas longtemps. Et je m'entendais très bien avec lui, c'est très dommage. Et on sait que c'est un outil qu'ils utilisent eux-mêmes en interne, mais faut pas le dire. C'est beaucoup de temps passé. Aujourd'hui, c'est environ 6000 heures. C'est environ 1000 heures par an. Et oui, ça fait presque 3 heures par jour. De moyenne, hein. Attention, j'y passe pas 3 heures par jour. Mais du coup, je fais des journées où j'y passe beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de stress aussi, mine de rien, parce que quand il y a une grosse mise à jour, on a envie que le contenu soit disponible le plus vite possible. Et c'est des journées qui peuvent atteindre les 14 heures de travail vraiment sur ce projet-là à fond. Et on peut beaucoup se stresser. Et le dernier point, c'est que il y a aussi de la confusion entre un projet open source sur mon temps libre et un produit professionnel. Des fois, j'ai des personnes qui me parlent comme si j'étais le support d'Atlassian et qu'ils arrivaient pour signaler un bug. Mais non, en fait, désolé, mais là, je finis ma journée taf et après, on en discute, quoi. Donc ça peut être un petit peu compliqué aussi. Et si c'était à refaire, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je le referais et franchement, je ne changerais pas grand-chose. Merci beaucoup et désolé pour le retard.